Bonsoir à tout le monde. Merci Julien. Bienvenue à tous au 308. Le 308, hein, le lieu qui fait vivre l'architecture, à défaut de faire vivre les architectes. Vous n'êtes pas sympa parce que cette blague, je l'ai faite il y a 15 jours, ça a beaucoup rigolé. Et là, je me rends compte, le deuxième coup, ça ne marche plus. Hein. Ouais, c'est terrible. Donc le public, j'avais marqué très bon public, ben non, c'est pas très bon public du tout. Donc là, vous l'avez compris, si vous faites des formations en CFA, il y a une formation extrêmement intéressante. Non, après. C'est pas là. Il y a les petits déjeuners de communication. Et à ces petits déjeuners de communication, on vous dit que nous, architectes, ce qu'on veut surtout faire, c'est de convaincre. D'abord convaincre, c'est l'erreur. Il faut d'abord séduire avant de convaincre. Donc là, justement, je suis en phase séduction. Et maintenant que vous êtes effectivement sous mon charme, je peux enfin vous convaincre en paraphrasant un autre grand séducteur et qui a dit « L'architecture est un sport de combat ». Eh bien, je ne suis pas d'accord avec lui. L'architecture n'est pas un sport de combat. L'architecture est un combat. Et dans ce combat, on est tout seul. Seul à défendre l'intérêt public de l'architecture. Intérêt public de l'architecture qui reste notre dernier argument, notre seul argument, le dernier rempart, croyons-nous, par rapport au détricotage de la profession que l'on assiste aujourd'hui. Mais qui se soucie aujourd'hui de l'intérêt public de l'architecture? Où est l'intérêt public de l'architecture pour le ministère des Finances dans la loi Macron qui autorise aujourd'hui n'importe quel agriculteur, grosse société, gros pinardier à réaliser des bâtiments de moins de 800 mètres carrés sans architecte? Est-ce que notre campagne mérite cela? Est-ce que notre campagne ne mérite pas également de l'architecture, nos pays ruraux? Où est l'intérêt public de l'architecture pour ce même ministère dans la suppression annoncée de la procédure de concours dans le cadre de la transposition de la directive européenne? Et Bercy reste complètement sourd aux injonctions du Conseil national. Et même j'étais en conférence des régions la semaine dernière, on a reçu un courrier de M. Macron qui a refusé leur rendez-vous à Catherine Jacot. Quand je dis refusé, il ne l'a pas refusé, mais son emploi de temps est très chargé. Impossible d'avoir rendez-vous avec M. Macron. On peut aussi s'interroger sur le silence de nos stars architectes. C'est-à-dire toute cette génération d'architectes, les Nouvelles, les Portes en Parc, les Ricciotti, etc., qui ont émergé justement grâce à cette politique des concours et qui aujourd'hui sont silencieux. Pourquoi sont-ils silencieux? Où est l'intérêt public de l'architecture pour le ministère des Finances? Encore lui, dans la génération des contrats globaux, les PPP, les conceptualisations, etc., qui ne sont faits qu'au bénéfice de grands groupes à qui on déroule effectivement un tapis. La réponse des stars architectes, on peut peut-être la trouver là. Parce que dans cette commande de PPP, de conceptualisation, ben effectivement, l'accès à la commande est beaucoup plus réduit. Et ils savent qu'ils sont en tête de liste et en tête de gondole. Et aujourd'hui, effectivement, ces grands architectes ne se positionnent pas contre la conception-réalisation. Sachant que le problème de ces procédures-là, vous le savez, c'est le problème de l'accès à la commande. Un concours classique en loi MOP, n'importe qui, lequel des 30 000 architectes, vous tous, vous pouvez être candidat. Dans les procédures type contrats globaux, ça n'est réservé qu'à certains architectes. Où est l'intérêt public de l'architecture pour le ministère du Développement durable, qui effectivement est en train de mettre sa loi de transition énergétique, dans laquelle les architectes sont complètement absents et oubliés? Quand Sylvia Pinel vient à Bordeaux pour démarrer ce tour de France de la construction, elle vient le lundi matin, je suis invité sur mon répondeur le vendredi soir. Des tables rondes sont organisées, tout le monde est là, la FFB, la CAPEB, tout le monde, sauf nous. Tiens, il y a justement une diapo là. Mon assistante est partie. Mais effectivement, je ne suis pas gauchiste, mais je suis un peu énervé. Et là aussi, pour reparler de rendez-vous, voilà. Merci à Anthony Jamet hein, qui m'a fait ça. Et il a compris effectivement l'état d'esprit dans lequel j'étais. Oui, là aussi, malgré des appuis internes qu'on a mis au ministère du Développement durable, impossible à notre présidente, Catherine Jacot, d'avoir rendez-vous avec Ségolène Royal. Impossible. Où est l'intérêt public de l'architecture pour le ministère de l'Intérieur, qui, après avoir créé les SPL, les CMOP, etc., prévoit d'étendre encore plus les missions d'assistance et d'ingénierie technique intégrées dans les collectivités? Avec la GPL en Béarn, nos confrères justement béarnais savent ce que ça veut dire.
En 10 ans, les effectifs de l'ingénierie publique ont augmenté de 36%. En 10 ans, le revenu moyen en Aquitaine pour les architectes a diminué de 30%. Aujourd'hui, c'était 2013, en 2015, le revenu moyen a baissé de 30%. Quelle profession est en capacité d'assumer ça? Et enfin, où est l'intérêt public de l'architecture pour le ministère de la Culture? J'allais dire, où est le ministère de la Culture sur tous ces sujets qui sont les siens? On est en train de détricoter sa loi de 77, il est absent. On est en train de remettre en cause la loi MOP, il est absent. Nous avons une délégation de services publics. Nous faisons le boulot du ministère de la Culture et aujourd'hui, il est complètement absent sur tous ces sujets. Sur le sujet de la HMONP, sur le sujet de la formation initiale, sur le sujet de la formation permanente. Même pas en capacité de signer un décret sur l'abaissement des seuils qui est prêt depuis plus d'1 an et demi et qu'il est dans l'incapacité de signer. En ce qui me concerne, c'est très personnel, le sujet de notre tutelle doit être posé. Et c'est maintenant qu'il doit être posé. Nous n'avons rien à faire dans un ministère qui ne nous défend pas. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, merci. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'Ordre milite aujourd'hui pour une délégation interministérielle. C'est-à-dire qu'on est tellement transversal. C'est vrai que lorsque nous étions à l'équipement, on disait qu'on était maltraités, et c'est vrai. Dans le corps, au niveau du corps des ingénieurs de l'État, on était malmenés. Mais il faut qu'on ait une délégation interministérielle, et c'est ce qu'il y a dans le rapport Bloch. Alors justement, pendant que d'un côté, Macron est en train de détricoter notre métier, Ségolène Royal qui est en train de nous oublier dans ce grand chantier de la rénovation énergétique, le ministère de la Culture lance une stratégie nationale pour l'architecture. Et là, c'est complètement ubuesque. Parce que d'un côté, effectivement, on est en train de créer une stratégie qui est très bien, on est preneur, complètement preneur. Sauf que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il y a déjà une loi qui s'appelle Création architecturale et patrimoine, qui est écrite. Nous ne connaissons pas le contenu. Cette loi devait passer en Conseil des ministres en mars, alors que la fin de la stratégie était prévue pour septembre. Sachant que le seul moyen de mettre en œuvre ce qui sera prévu dans la stratégie nationale pour l'architecture devait être intégré dans cette loi CAP. On a un peu de chance, puisqu'avec l'embouteillage législatif, la présentation de la loi CAP a été décalée plus tard. Sauf qu'il est fort probable qu'avant même que cette loi n'apparaisse, Macron ait déjà décidé effectivement de nous mettre au pot commun, c'est-à-dire que les marchés de maîtrise d'œuvre ne soient plus du tout différenciés par rapport aux autres marchés. C'est-à-dire qu'on achètera de la maîtrise d'œuvre comme on achète des ramettes de papier. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on ne parle plus de maître d'ouvrage, on parle d'acheteur public. On parle de l'achat public. Dans d'autres pays, la notion de maître d'ouvrage n'existe même pas. On parle de client. C'est quand même le b.a.-ba. Donc moi, je suis personnellement assez sceptique, effectivement, sur le site de cette SNA, mais néanmoins, on va jouer le jeu. On était en conférence des régions la semaine dernière, et effectivement, il faut que nous fassions des propositions. Donc, que nous ferons, et vous êtes tous en possibilité de faire des propositions. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer toutes les idées qui vous semblent bien, profitables à la fois, d'abord pour l'architecture, puisque notre mission, c'est l'intérêt public de l'architecture, et ensuite pour les architectes et pour la qualité de notre profession. Voilà. Donc je vous invite effectivement à le faire, hein, puisque nous demandez toujours ce que fait l'ordre, ben, allez-y, faites-le. Envoyez-nous des propositions, parce que moi, à part celles que nous avons déjà faites, j'en ai pas beaucoup. Mais je reviens au début de mon propos. Notre combat pour défendre l'intérêt public de l'architecture. Et si on se trompait de combat? Le monde change, la société change, tout bouge. Et nous, on reste figés depuis 1977 sur cette foutue ligne de l'intérêt public de l'architecture. On est sur des postures dogmatiques et on n'arrive pas à voir que le monde change, que le monde évolue. Je ne dis pas qu'il évolue dans le bon sens, mais on ne pourra pas tenir en nous campant sur des positions telles que nous avons aujourd'hui. Et en fait, dans l'intérêt public de l'architecture, ce qu'on défend, c'est quoi? Je vous pose la question, c'est quoi? C'est quoi notre problème? Notre problème, ce que nous défendons, c'est notre indépendance. L'architecte est indépendant de tout contexte commercial. Lorsqu'un architecte donne un conseil à un client, lorsqu'il définit des matériaux, lorsqu'il met en œuvre des espaces, c'est pour l'intérêt de l'usager, c'est pour l'intérêt de la société. Et ce n'est pas parce qu'il est marche derrière. Voilà. L'intérêt public prime sur l'intérêt privé.
C'est ce que garantit l'indépendance de l'architecte. Et c'est sur ces fondements qu'on se défend, qu'on se bagarre depuis des années, et on n'est pas entendu. On n'est non seulement pas entendu, mais on n'est pas audible. Dieu a créé les architectes pour loger les gens et les activités, pas pour sauver le monde. Pourquoi serions-nous plus ambitieux que Dieu? Notre indépendance, le client, le consommateur, il s'en fout. Il s'en fout. Il se rue chez Auchan Carrefour le samedi, le week-end, il achète en toute confiance tout ce qui lui est proposé, tout ce qui va nourrir ses enfants, sans être dupe sur les intérêts de ces hypermarchés. C'est du business. Il en a besoin. Auchan l'a sous-vie. Pour sa maison individuelle, c'est pareil. Son premier réflexe, c'est quoi? C'est d'aller voir un constructeur qui, pareil, répond à son besoin. Le constructeur, il n'est pas indépendant. Lui, il veut faire pareil du business. Mais qui s'en plaint? Pareil pour sa voiture, ses vêtements, ses vacances, les études des gamins, l'avenir des gamins. Et derrière tout cela, qu'est-ce qu'il y a? Des intérêts commerciaux, financiers, du profit. Et alors? Et alors? So what? Parce que cette indépendance, elle nous coûte cher. Vous trouvez normal que depuis des années, et de manière récurrente, les 3/4 des architectes gagnent moins que la rémunération moyenne de la profession? Est-ce que vous trouvez normal que plus de 40% de nos confrères gagnent moins de 20 000 euros par an? Est-ce que vous trouvez normal que 1/4 de nos confrères, 7 500 confrères, si je fais bien le calcul, gagnent moins de 600 euros par mois? Et ça de manière récurrente depuis des années. Il faut qu'on arrête ça. Et tout ça pour plus de 50 heures par semaine, 5 ans d'études, des responsabilités en pleuvoir, etc. Et c'est ça l'avenir qu'on promet aux 45 000 gamins qui veulent rentrer dans les écoles d'archi? Hein, c'est ça qu'on propose aux 4 000 chanceux qui ont pu rentrer en archi, mais qui galèrent pour trouver du boulot, qui ne peuvent pas s'installer, car incapables de trouver une agence d'accueil pour faire leur HMO-NP? On leur refuse même le titre d'architecte. Quand je dis eux, c'est nous, collectivement. Que leur reste-t-il? Il faut que notre institution, l'ordre, se pose des bonnes questions pour accompagner la mutation de la société et arrêter de la subir. Il faut qu'on se pose des questions. Et c'est un discours que j'ai déjà eu très souvent ici, et depuis que je suis à cet endroit-là. Le monde change, regardez le monde change, arrêtez de camper sur vos positions. L'année dernière, mon discours était sur le thème de mendiant et arrogant. On est toujours sur le même sujet. Et moi qui conserve tout, depuis que je suis à Bordeaux, depuis que je suis installé architecte, j'ai conservé toute la documentation que reçoit de l'ordre, les revues, etc. Et c'est le même discours depuis maintenant plus de 25 ans. Et on en est là aujourd'hui. Je discutais l'autre soir au repas avec des confrères du Conseil, et on s'est rendu compte qu'il y a encore une quinzaine d'années, on pouvait se positionner en tant que jeune architecte sur des très gros projets. Flynn qui gagne les hangars 14, moi, petit archi, qui à l'époque j'avais fait le concours des 5 parkings qu'a gagné Faya. Mais aujourd'hui, est-ce que les jeunes architectes, est-ce que vous imaginez même avoir la possibilité de faire ça? Ça veut dire quand même que les choses évoluent. Il faut qu'on suive l'évolution. Et là, je vais être volontairement provocateur, très provocateur. Vous allez me haïr. Et si nous n'étions pas indépendants, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Certains travailleraient chez Vinci, d'autres chez Aegis, d'autres chez les maisons Lara. Voilà. Ils auraient quoi? Ils auraient de vrais emplois, des salaires de cadre, des vacances, et peut-être même des 35 heures. Et alors? Ils seraient plus mauvais architectes? Est-ce qu'un ingénieur chez Vinci est plus mauvais parce qu'il est chez Vinci qu'un indépendant? Ils auraient du mal avec la déontologie? Un médecin qui travaille dans une clinique privée où les patients s'appellent clients, est-ce qu'il est plus mauvais médecin? Est-ce qu'il ne respecte plus sa déontologie? Sur la sous-traitance, c'est pareil, la sous-traitance architecturale, elle est interdite. Même si l'ensemble des gens qui sont dans cette salle ont pratiqué la sous-traitance architecturale. Je suis charrette sur un concours, je n'ai pas le temps, tiens, toi, tu es une jeune agent, je te sous-traite le projet. C'est interdit. Et pourquoi? Quelle est la différence d'être payé par un constructeur ou le major, au lieu d'être payé par le client du constructeur ou du major? On éviterait peut-être pas mal de signatures de complaisance, non? Sur l'activité commerciale. L'activité commerciale nous est interdite. C'est ça, Laurence, hein? Les actes de commerce. Eh bien, pourquoi on ne pourrait pas, nous, faire comme les constructeurs? Effectivement, offre globale, monsieur, ta maison pour tel prix, voilà, avec une vraie maison d'architecte, etc. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de rentrer dans des circuits comme la contractance générale, avec toutes les difficultés que ça peut poser quand c'est mal pratiqué?
Quand les clients vont chez les CMI, c'est ça, c'est ce qu'ils veulent. C'est un projet global, une offre, une réponse. Ce qu'il faut continuer à revendiquer, pour moi, et je suis toujours dans la provocation, mais néanmoins, c'est le recours obligatoire à l'architecte. Pas à son indépendance, à sa compétence. Parce que même l'autre jour en conférence des régions, il y a un des présidents qui a dit qu'il faut supprimer le recours obligatoire à l'architecte. Parce que là, on nous cherchera. Parce que nous avons des compétences. Les ingénieurs, enfin pas les médecins, c'est un mauvais exemple. Les ingénieurs, n'importe qui, le garagiste, ils n'ont pas de monopole, ils n'ont pas de déontologie. Ils font leur boulot. Et s'ils font mal leur boulot, ben on va plus chez eux, on va chez d'autres. Toutes ces questions, il faut qu'on se les pose parce que d'autres se les posent à notre place. Et sur le tableau, il faut quand même qu'on s'interroge à un moment donné sur le tableau. On a essayé d'amorcer la discussion l'autre jour aux conférences des régions. Bon, ça a été vite balayé d'un revers de main. Mais qui peut y rentrer au tableau? Qui ne peut pas y rentrer? Aujourd'hui, c'est un sac de nœuds. On vient de virer des gars qui étaient inscrits au tableau depuis 15 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'ils bossaient l'un chez un promoteur, l'autre, etc. Ils ne faisaient pas d'archi, mais ils portaient la voix des archis. Ils avaient notre culture. Il faut que nous organisions notre mutation. Et c'est vraiment le boulot que nous, institutions, il faut que nous faisions. Et moi, je fais partie de ceux, au niveau national, à revendiquer ça. C'est-à-dire qu'on se pose au moins la question. Parce que le vieil étendard, là, celui-là, intérêt public de l'architecture, etc., on va y laisser la peau. Mutation, tiens, justement. C'est le thème des universités d'été. Vous savez que chaque année, le Conseil, depuis maintenant l'année dernière, donc ce n'est que la deuxième année, le Conseil national lance les fameuses universités d'été, qui en fait sont un peu le contrepoint des journées portes ouvertes. Les universités d'été, c'est à un moment donné la profession, n'importe qui réfléchit sur des thèmes où on prend un peu de hauteur. Cette année, le thème, c'est la mutation, justement. L'architecte dans son territoire, enfin, etc. Vous avez... on peut avancer une dia ou pour ceux qui savent s'en servir? Enfin bon, c'est juste pour vous dire, voilà, vous avez le site, allez, c'est-à-dire que les universités d'été seront clos en juin à Lyon le 26 juin, où il y aura effectivement la restitution, débat, table ronde, etc. Mais avant cette date-là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur le site. C'est-à-dire, alors si c'est pas gentil, ça sera censuré forcément, mais l'idée c'est que vous participiez au débat. Il y a des blocs qui se mettent en place, il y a des vrais échanges pour réfléchir justement à un certain nombre de sujets, et notamment celui qui concerne l'avenir de notre profession. Et l'avenir notamment des jeunes inscrits, dont aujourd'hui c'est la fête. Donc, oui, le bizutage, c'était bon? On les a bizutés cet après-midi, hein, on leur a fait fabriquer le super banc que vous avez. Ils avaient l'air ridicules dans leur combinaison blanche. C'est déjà sur Facebook, enfin c'est très amusant. En attendant, ils sont très contents, ils se connaissent, on se connaît, on a passé un excellent après-midi ensemble grâce à Jacques Andelade. Autre mutation, et ça c'est pareil, dès l'année prochaine, la réforme territoriale se mettra en place. Et là, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça va tout changer. La gouvernance de ce pays va changer. Je l'ai déjà dit ici, en 2016, il y aura 26 hommes forts dans ce pays. Les 13 présidents de métropole, les 13 présidents de région. L'État va pas disparaître, il continuera à fabriquer de la monnaie, il continuera à assurer la défense, la police, etc. Mais les vrais leviers de l'économie et de la vie des citoyens vont se jouer sur les métropoles et dans les régions. Et nous aussi, on va être impactés, puisque vous le savez, nous, la loi nous impose de suivre les régions administratives. Donc, je suis le dernier président du Conseil régional d'Aquitaine. Voilà. Mon successeur sera le futur président ou la future présidente de la future grande région Aquitaine, Poitou-Charentes-Limousin. Mais ça nous pose quoi comme problème, ça? C'est qu'aujourd'hui, déjà, et ça rejoint les débats sur la métropole, aujourd'hui, nous, on est effectivement au 308, à Bordeaux, beaucoup d'architectes autour, une activité économique qui est ce qu'elle est. Et effectivement, notre conseil, ça avait déjà été initié par nos prédécesseurs, on s'est toujours déplacé dans les départements pour aller à la rencontre des confrères. Et chaque fois qu'on y va, quel que soit le nombre de confrères, c'est toujours extrêmement apprécié. Et demain, on ne pourra plus le faire. Un conseil sur deux, on le fait dans le 24, dans le 40, dans le 64, dans le 47. Demain, on ne pourra plus. 12 départements. 5 heures d'autoroute entre Pau et Châtellerault. Impossible. Donc la question pour nous, c'est comment assurer la proximité avec nos confrères? Comment
assuré, vous voyez la taille de la région, c'est la plus grande de France. Comment rester proche des confrères et comment rester proche aussi de la population, comment porter notre message. Donc là, aujourd'hui, il y a de très grosses discussions, on travaille depuis plusieurs mois sur ce sujet-là, et le grand sujet pour tout le monde, c'est ça. Sachant que le discours qu'on porte, c'est que cette réforme, nous ne l'avons pas demandée. Nous la subissons, mais pour ne pas la subir, on y travaille, etc. Mais le résultat à la fin, c'est qu'il ne faut pas que ce soit pire qu'avant. Quand je dis pire, c'est pas pire. Moins bon. Il faut que ce soit au moins aussi bon, aussi efficace, et pour nos confrères, et pour l'ensemble de la société. Et ça, c'est pas gagné. Parce que le poids de la métropole va être énorme. Va être énorme. Il va tout aspirer. Et nous, on revendique le fait qu'effectivement, une métropole ne peut vivre sans les gens qui y habitent, et sans les territoires qui les entourent. Et le maillage de tous les architectes qui sont partout dans les villages, dans les quartiers, etc., est une solution à ça. Mais encore faut-il que nous, institutions, on soit en capacité de rester proches d'eux. Cette proximité, justement, dont on parlait avec la population, eh ben, je vous invite de nouveau cette année à l'initier les 12 et 13 juin pour les journées portes ouvertes des agences d'architecture. Mais il faut vous inscrire vite, ça finit le 15 avril. Et les jeunes inscrits, donc j'ai vendu la mèche tout à l'heure, vous n'avez pas le choix puisque l'inscription aux journées portes ouvertes vous est offerte. Donc il y a au moins déjà 60 candidats, enfin agences supplémentaires qui vont ouvrir. Il faut vraiment que vous ayez conscience de l'importance et de l'impact de ces journées portes ouvertes. Au-delà du nombre de personnes que vous pouvez recevoir chez vous dans vos agences, parce que le nombre de personnes qui viendront dans vos agences ne dépendra que de ce que vous en ferez. C'est-à-dire, si vous créez des événements, si vous faites des invitations, etc., vous aurez forcément plus de monde que si vous attendez comme un commerçant. Mais le coup de projecteur que ces journées portes ouvertes ont donné l'année dernière sur à la fois la profession, mais individuellement sur chaque agence, c'est juste énorme. Les retours de presse ont été énormes. Et cette année, ça va être démultiplié puisque c'est un événement national, mené par un comité de pilotage national, et où les partenariats sont beaucoup plus nombreux avec les collectivités, les communes, la presse, etc. Le coup de projecteur sera encore beaucoup plus important. Ne le négligez pas, parce que ces journées portes ouvertes sont organisées pour vous rendre visible et pour rendre visible votre profession. Ce qui sera mis en avant, c'est le métier d'architecte. Ce n'est pas l'architecture, même si c'est induit. Vous serez là, vous discuterez de votre métier, de votre pratique, de tout ce que vous voulez. Voilà, parce que on n'a jamais tant parlé d'architecture, mais chaque fois qu'on parle d'architecture dans les médias, c'est justement pour montrer que les architectes ne se mêlent que de grands projets, dont malheureusement souvent ils exposent les projets, etc. Et ça nous éloigne de plus en plus, effectivement, de l'usager, du consommateur. Alors je vous informe aussi, dans le même ordre d'idée, que le site de l'ordre, ça semble anecdotique, mais ça ne l'est pas. Le site de l'ordre va être complètement revu. Il sera normalement opérationnel à la fin de l'année. Et surtout, va y être introduit, alors les mots de geek, je ne les connais pas, bref, un truc qui s'appelle Architecte pour tous, qui va permettre à un particulier, en allant sur le site, ben voilà, vous avez l'image. Ça, c'est l'Alsace qui a fait ça, l'Alsace a initié ça, ça existe, vous pouvez aller voir sur le site. Ça va être développé au niveau national. Ça veut dire que quelqu'un qui est à Duras, par exemple, il cherche un architecte, il va dire « Je suis un particulier, je veux faire une extension de maison et j'habite à Duras ». Et automatiquement, le site va lui donner ou les architectes qui sont à proximité, mais uniquement ceux qui s'intéressent à ce type de commande, ou leurs opérations qui sont géographiquement proches de chez eux pour pouvoir être visibles. Et ça, c'est véritablement un outil que beaucoup de particuliers ont. Enfin, c'est un outil dont nous, on a besoin, bien entendu, pour faire notre métier, mais qui est une résolution d'un casse-tête pour les particuliers. Je suis un particulier, je veux construire, je veux passer avec un architecte, comment je fais? Laurence va vous répondre, allô Londres, on cherche un architecte. Et nous on dit, on ne peut pas, l'institution n'a pas le droit de vous donner des noms d'architectes de tel ou tel. Voilà. Donc là, c'est un site sur lequel les gens de manière volontaire vont pouvoir s'inscrire pour être visibles. Et il va être rattaché au tableau, ce qui fait que tous les architectes qui seraient suspendus n'apparaissent plus. Donc c'est un outil extrêmement intéressant, profitable et qui est fait pour vous. Et notamment pour nos jeunes confrères. Et après, je voudrais quand même pas... Enfin, vous semblez pessimiste, au contraire. Non. Non, mais
et en plus, je suis extrêmement sincère, comme d'habitude, mais là encore plus, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est notre assemblée annuelle, c'est la journée des jeunes inscrits, et les messages, c'est à eux qu'il faut les faire passer. Moi, je suis vachement confiant dans notre avenir. Confiant parce que je suis certain que certains l'ont bien pris en main, parce qu'ils ont compris, eux, le monde dans lequel on vit et son évolution. Ils ne refusent pas cette évolution, au contraire, ils l'accompagnent quand ils ne l'anticipent pas. Eux, vous les connaissez bien, notamment vous, les jeunes architectes. Vous les connaissez bien parce que eux, c'est vous. La façon dont vous avez commencé dans ce métier vous a éloigné des dogmes qui sclérosent des gens de ma génération. Vous vous moulez dans le monde tel qu'il se présente. Vous essayez de n'en prendre que le meilleur. Vous êtes plus engagés. Preuve en est ici tous les jeunes bénévoles qui viennent nous aider à Londres. C'est assez rare. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes bénévoles, je ne vais pas les citer, je les remercie en tout cas, qui viennent nous suppléer ici, à la Maison de l'Archi, au 308, à Lordres, etc., pour accomplir des missions pour lesquelles ils n'ont pas été élus. Et c'est juste exceptionnel. Vous êtes plus solidaires, plus prompt à vous rassembler et à vous associer. Preuve, vous avez fabriqué ensemble un projet. Vous avez fait de formidables bancs qu'on a revendus donc tout à l'heure assez cher, je crois, à la mairie d'Audange. Ah mince, vous étiez encore là, vous? Vous êtes plus partageurs aussi, notamment grâce aux réseaux sociaux que vous maîtrisez parfaitement. Vous êtes plus inventifs, vous êtes plus connectés aux concepts innovants, vous êtes plus réactifs. Vous bouleversez nos vieux codes. Vous êtes plus libres, vous êtes plus indépendants. Vous êtes plus architectes, parce que votre naissance d'architecte se fait dans la douleur et dans la difficulté. Vous avez compris que ce métier était fait de doutes. Vous avez compris que ce métier était fait de doutes et de souffrances. Un architecte n'a pas de certitude. Un architecte qui a des certitudes, ça s'appelle un ingénieur. Et c'est pas leur faire offense de dire ça, parce qu'on a besoin de leur certitude. J'ai une totale confiance en vous. Vous n'avez pas besoin de conseils, mais je vais juste vous en donner un. L'architecture est une maîtresse implacable, très exigeante. Elle peut déchirer des couples, des familles. Il n'y a pas que l'architecture dans la vie. Il y a la vie, votre vie, profitez-en. Vive la vie et vive l'architecture!